Bienvenue à cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet universel, l'acte d'apprendre. Comment il a évolué, comment on est passé, disons, des méthodes traditionnelles à cette époque où les algorithmes semblent un peu partout dans notre accès au savoir. Pour nourrir notre discussion, on va s'appuyer sur un article de Saïd Dakar, L'acte d'apprendre entre tradition et algorithme, qui est paru sur Kalima Éduc fin octobre 2025. Oui, un article très riche. L'objectif ici, c'est vraiment décortiquer un peu cette transformation. Essayer de comprendre comment cette activité si fondamentalement humaine a changé. Et aussi de ressentir cette tension presque palpable entre l'héritage, ce qu'on nous transmet, et puis cette vague numérique qui déferle. Bon, plongeons là-dedans. Allons-y. C'est une question qui touche tout le monde en fait, qu'on travaille dans l'éducation, qu'on ait des enfants, ou même qu'on soit juste curieux de savoir comment la connaissance circule, comment elle se partage, comment elle se transforme aujourd'hui. Tout à fait. C'est au cœur de nos vies. Pour commencer, l'article met direct le doigt sur une tension fondamentale. Apprendre, ok, c'est humain, c'est une constante. Mais les façons d'apprendre, elles bougent tout le temps. Ah oui. L'auteur rappelle d'ailleurs une question assez vertigineuse posée par un pédagogue, Roger Cousinet, tenez-vous bien, en 1954 déjà. Ah oui, laquelle? Il demandait « Comment une génération peut-elle éduquer la suivante pour un monde qu'elle ne connaît pas encore ?» Excellente question. Toujours d'actualité. Carrément. Et ça montre bien les limites, non? L'éducation ne peut pas juste se contenter de reproduire le passé. Exactement. Et c'est là que l'analyse de Marcel Gomché est intéressante. Lui, il a beaucoup travaillé sur la modernité et en 2014, il rappelait ce paradoxe. Oui, l'autonomie individuelle, c'est hyper important pour nous aujourd'hui, une valeur centrale. Oui. Mais cette autonomie, attention, elle ne sort pas de nulle part. Elle se construit, elle s'apprend. Et comment? Notamment en s'appropriant cet héritage culturel qu'on nous transmet. La langue, l'histoire, les savoirs accumulés. D'accord, donc il faut cet héritage pour devenir autonome. C'est l'idée de Gaucher. Pour lui, l'école joue un rôle clé, vraiment irremplaçable, dans cette transmission structurée. C'est elle qui nous donne les outils, en quelque sorte, pour ensuite penser par nous-mêmes. Donc c'est pas l'un contre l'autre, transmission et autonomie, mais plutôt l'un avec l'autre. Précisément, c'est cet équilibre qui est délicat. Historiquement, c'était plutôt la famille, le lieu principal d'éducation. Oui. Puis, les sociétés devenant plus complexes, l'école a pris le relais pour une bonne partie. Mais voilà, aujourd'hui, cette école, ce pilier de la modernité, elle est elle-même bousculée par ce que Dakar nomme la révolution algorithmique. Alors, l'article pose la question, comment on repense l'éducation quand les algos s'immiscent partout, quand l'autorité traditionnelle, celle des parents, des profs, est remise en cause, et qu'on attend en même temps énormément de l'école? C'est un sacré défi. Oui, et l'idée d'une éducation médiane est lancée comme une piste de réflexion, une sorte de chemin de crête pour naviguer là-dedans. Intéressant, cette éducation médiane. On y reviendra sûrement. Mais avant ça, peut-être faire un petit retour en arrière pour bien voir le contraste. C'était comment, concrètement, l'apprentissage dans les sociétés de tradition? L'article les décrit comme très différentes de notre école. Ah oui, radicalement différentes. Là-bas, l'éducation, elle était largement informelle, intégrée à la vie de tous les jours, dans la communauté, souvent rythmée par des rites. Ah oui, les rites de passage et tout ça. Voilà, la transmission, c'était surtout oral. On imitait les gestes des anciens, on écoutait les histoires, les mythes. Le but, c'était pas tant d'accumuler du savoir abstrait comme nous, mais plutôt de trouver sa place, de s'intégrer dans un ordre social et cosmologique qui était vu comme stable, souvent sacré. D'accord. C'est un peu ce que l'anthropologue Jack Goody décrivait en 79. Le savoir, c'était comme un patrimoine vivant, incarné, transmis dans l'action, dans la parole qu'on partage. L'article cite aussi El-Ghazali, un penseur persan du XIe siècle. Sa vision a l'air très... englobante. Tout à fait. El-Ghazali, il avait une vision holistique de l'éducation. Ça intégrait tout, l'intellect, le spirituel, le corps, le social. Apprendre, c'était un cheminement personnel vers la sagesse, la responsabilité, mais toujours en lien très fort avec sa communauté et son environnement. C'était pas juste savoir des trucs, c'était devenir quelqu'un, tu vois? Oui, je vois. Une vision très intégrée. Et les aînés, ils avaient un rôle central là-dedans, j'imagine. Essentiel. Les aînés, c'était pas juste des vieux, c'était les dépositaires de la sagesse collective, les gardiens de la mémoire, de la continuité. Un peu comme les griots en Afrique. Exactement. Les griots en Afrique de l'Ouest, de vraies bibliothèques vivantes.
Ou pense aux maîtres artisans au Moyen-Âge en Europe, avec le compagnonnage. C'était long, basé sur l'imitation. C'est un modèle qui repose sur une transmission assez verticale, du maître à l'apprenti, sur la fidélité à ce qui a été transmis, et souvent sur une vision du temps plus cyclique que linéaire. D'accord. La force de ce modèle, c'était la cohésion sociale, la continuité culturelle. Mais bon, la modernité est arrivée et a pas mal bousculé tout ça. Justement, parlons-en de cette rupture moderne. L'article de Dakar insiste beaucoup sur ce basculement. On passe d'une légitimité basée sur la tradition, sur « on a toujours fait comme ça », à une légitimité qui doit se fonder sur la raison critique. Ça change tout, non ? Ah oui, ça change radicalement la donne. C'est encore Gaucher qui analyse ça très bien comme un passage de l'hétéronomie. La loi vient de l'extérieur, de la tradition du divin, à l'autonomie. La loi vient de la raison humaine. D'accord. Du coup, l'autorité, elle ne va plus de soi. Elle doit se justifier, prouver qu'elle est valide avec des arguments, des démonstrations. C'est l'idéal de l'individu qui pense par lui-même qui émerge. Et les technologies comme l'écriture, puis l'imprimerie, elles ont joué un rôle là-dedans ? J'imagine que oui. Un rôle absolument crucial. Jack Goody, encore lui, a bien montré comment l'écriture, ça a permis d'externaliser la mémoire, de la fixer, de pouvoir l'analyser avec du recul. Et l'imprimerie, ensuite, Elizabeth Eisenstein a beaucoup travaillé là-dessus. Ça a permis une diffusion beaucoup plus large et rapide des textes. Ça a favorisé la comparaison, la critique et une certaine démocratisation de l'accès au savoir. Bon, relative, tout le monde ne lisait pas encore. Bien sûr. Mais ces technologies, elles ont clairement préparé le terrain pour les Lumières, pour l'essor de la science moderne, avec le doute méthodique, la recherche de lois universelles. L'analogie de la cuisine dans l'article est assez parlante, je trouve. On passe de la recette de grand-mère transmise oralement et conçue à la lettre, Oui, à la compréhension des principes chimiques de la cuisson, ce qui permet d'expérimenter, d'innover. c'est une très bonne image, oui. Et cette nouvelle approche, elle s'accompagne de la création d'institutions spécifiques, l'école qui devient obligatoire, on pense aux lois Ferry en France, fin 19e. Oui. Le savoir qu'on découpe en disciplines, qu'on classe, qu'on évalue avec des examens, des diplômes, c'est là qu'émerge ce que Gaucher appelle la société de connaissance. Une société où la transmission doit toujours s'articuler avec le développement de l'esprit critique de l'apprenant, qui est vu comme un acteur rationnel. D'accord. Mais attention, cet équilibre, ça reste une tension permanente au cœur même de l'école moderne. Une tension qui a l'air encore plus forte aujourd'hui avec l'arrivée du numérique. L'article va jusqu'à parler d'une rupture comparable à l'écriture ou l'imprimerie. C'est énorme comme affirmation, hein. C'est une affirmation forte, c'est vrai, mais qui se défend quand on regarde l'ampleur des changements. Dakar retrace bien les étapes. On a eu les gros ordinateurs des institutions, années 40-80, Oui. puis la micro-informatique perso, années 80-2000, ensuite l'explosion d'Internet et du web, 2000-2010, qui a rendu l'info accessible comme jamais. Et depuis 2010 environ, on est entré dans l'ère de la mobilité, smartphone, tablette, de l'IA et surtout des algorithmes qui façonnent de plus en plus notre expérience en ligne, y compris l'apprentissage. Alors attends, quand on dit algorithme dans l'apprentissage, ça veut dire quoi concrètement ? Parce que ça peut faire un peu peur ce mot. Ça recouvre plusieurs choses en fait. Ce sont les systèmes de recommandation, tu sais, qui te suggèrent des vidéos YouTube, des articles en fonction de ce que tu as déjà vu. Ah oui, d'accord. Ce sont aussi les plateformes d'apprentissage dits adaptatifs, qui ajustent la difficulté des exercices selon ton niveau. Ou encore les outils qui analysent toutes les données pour suivre très finement comment tu apprends, où tu bloques, etc. D'accord. Ces algos, ils interviennent de plus en plus dans comment on accède à l'info, comment on la traite et même comment on valide ce qu'on a appris. Et ça entraîne des changements structurels assez profonds, si je comprends bien. L'article mentionne la désintermédiation, la globalisation, la virtualisation. Exactement. La désintermédiation, c'est l'idée qu'on peut accéder directement à des ressources ou même à des experts sans forcément passer par les institutions classiques, l'école, l'université, l'éditeur. Comme apprendre une langue sur une appli ou suivre un MOOC d'une grande université. Voilà, exactement ça. Pense au MOOC, ces cours en ligne ouverts à tous. Ensuite, la globalisation. C'est cette connexion quasi instantanée qu'on peut avoir avec des apprenants ou des formateurs partout dans le monde. Et la virtualisation, c'est le fait que l'apprentissage peut se détacher d'un lieu physique et d'un temps commun. On apprend où on veut, quand on veut, de manière asynchrone. Ce qui fait émerger de nouveaux acteurs, les grosses plateformes type Coursera, EDX, les communautés en ligne où on apprend entre pairs, et puis ces fameux algorithmes qui tirent un peu les ficelles en arrière-plan. C'est ça. Mais l'article insiste bien, c'est pas tout beau tout rose.
Il y a un sacré revers à la médaille. Absolument. L'analyse de Dakar, elle met vraiment en lumière une profonde ambivalence. D'un côté, oui, le potentiel est immense. On peut parler de démocratisation de l'accès au savoir. Même s'il y a toujours la fracture numérique. Oui, bien sûr, même si la fracture numérique reste un vrai problème. Mais potentiellement, plus de gens peuvent accéder à plus de choses. On a aussi la personnalisation plus fine des parcours, des possibilités de collaboration à grande échelle qu'on n'imaginait pas avant, et une actualisation des connaissances beaucoup plus rapide. Ça, c'est le côté pile, le côté lumineux, et le côté face, le côté plus sombre. Alors là, les risques sont nombreux et assez préoccupants. Il y a toujours cette fracture numérique, qui n'est pas juste une question d'avoir un ordi ou une connexion, mais aussi d'avoir les compétences critiques pour naviguer dans cet océan d'infos, pour évaluer la fiabilité. Oui, c'est essentiel ça. Ensuite, il y a le risque d'éclatement informationnel. Chacun dans sa bulle, avec ses propres sources, ses propres vérités, les références communes qui s'effritent. Ça, c'est un vrai danger pour le débat démocratique. Il y a aussi le danger de la superficialité. Ce zapping cognitif, on papillonne d'une info à l'autre, on survole, mais on ne creuse plus rien en profondeur. On consomme de l'info plus qu'on ne la prend, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et puis, il y a cette dépendance croissante aux algorithmes, avec le risque des bulles de filtre qui nous enferment dans nos propres opinions, qui nous montrent que ce qu'on pense déjà. Ce qui est paradoxal, parce qu'on a accès à tout, mais on finit par voir toujours la même chose. Exactement. Et ça peut menacer notre autonomie de pensée, alors même que la technologie prétend la favoriser. C'est très ambivalent. Ce qui est fascinant aussi, c'est que tous les rôles traditionnels sont chamboulés. L'enseignant, l'apprenant, même l'institution scolaire ou universitaire. Tout bouge. C'est une vraie métamorphose. L'enseignant, qui était le détenteur quasi exclusif du savoir, il devient davantage un guide. L'article utilise le terme de curateur de contenu. Curateur, ouais. Comme dans un musée. Un peu, oui. Quelqu'un qui sélectionne, qui organise, qui met en contexte, qui aide à donner du sens. Il facilite l'apprentissage plus qu'il ne délivre le savoir de façon frontale. Et l'apprenant, lui ? L'apprenant, on lui demande d'être beaucoup plus autonome, acteur de son parcours. Ce qui est super en théorie, mais c'est aussi très exigeant. Tout le monde n'a pas forcément les clés pour ça. Oui, ça demande une certaine discipline, une motivation. Voilà. Et l'institution, l'école, l'université, elle doit se réinventer. Peut-être comme une plateforme qui offre des ressources, des services, qui valide les compétences, en concurrence ou en complémentarité avec d'autres acteurs qui apparaissent sur le marché. C'est vraiment un paysage en pleine recomposition, très complexe, loin des certitudes d'avant. Face à cette complexité, l'article essaie quand même d'identifier des tendances de fond, des lignes de force, et même d'imaginer des scénarios pour l'avenir. Quelles sont ces grandes tendances ? L'auteur en dégage 3 principales. La première, c'est la dataïsation. C'est cette tendance à tout vouloir transformer en données chiffrées. L'apprentissage est tracé, mesuré, analysé en permanence. Chaque clic, chaque réponse est enregistrée. Le quantified self appliqué à l'éducation, en quelque sorte. Quelques très grandes plateformes numériques, souvent mondiales, on voit ça dans plein de domaines. Oui, comme les GAFAM, mais pour l'éducation, quoi. Potentiellement, oui. Et troisièmement, l'automatisation. On utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour des tâches qui étaient humaines avant. L'évaluation des copies, la personnalisation des exercices et même la création de contenus pédagogiques. Et à partir de cette tendance, quel futur possible pour l'éducation ? L'article en esquisse plusieurs et ils sont assez différents les uns des autres. Oui, ce sont des scénarios pour nous faire réfléchir, pas des prédictions. Il y a un scénario qu'il appelle technolibéral. Là, l'éducation devient vraiment un marché, logique de compétition, de performance individuelle, le tout boosté par la technologie. Le chacun pour soi version high-tech. Voilà. Ensuite, un scénario transhumaniste, plus radical. Là, on mise sur la fusion homme-machine pour augmenter nos capacités cognitives. On repousse les limites biologiques de l'apprentissage grâce à la technologie. Carrément. Ça fait un peu science-fiction, mais... Mais certains y travaillent sérieusement. À l'opposé, il y a un scénario écologique. Là, on se recentre sur des savoirs utiles pour la transition écologique, des savoirs plus locaux, plus ancrés, et on prône une certaine sobriété numérique pour limiter les impacts de la technologie. D'accord. Moins de technologie, plus de sens à. Ou une technologie plus choisie, plus maîtrisée. Et enfin, un scénario citoyen. Là, on défend l'éducation comme un bien commun, un droit fondamental pour l'émancipation de tous. On cherche à réguler la technologie pour qu'elle serve cet idéal.
en résistant à la marchandisation et en favorisant la démocratie. 4 visions assez contrastées, ça fait réfléchir, effectivement. Finalement, qu'est-ce que tout ça implique pour notre rapport au savoir et peut-être même à nous-mêmes, à notre humanité? Ça nous met face à des enjeux absolument cruciaux. Il y a le risque d'une perte de sens. Si apprendre, ça se réduit juste à acquérir des compétences qu'on peut vendre sur le marché du travail. Au détriment de la culture générale, de la curiosité. Exactement. Au détriment de la construction de soi, de la compréhension du monde dans sa complexité. Il y a aussi le risque d'une aliénation cognitive. Si on devient trop dépendant d'algorithmes qu'on ne comprend pas, qui orientent nos choix, qui limitent notre horizon sans même qu'on s'en rende compte. Le fameux cerveau disponible pour la machine. C'est un peu le danger, oui. Il y a aussi le risque d'un appauvrissement relationnel. Si on remplace systématiquement les interactions humaines directes, qui sont tellement importantes pour apprendre et grandir, par des médiations technologiques. Le lien humain qui se distend. Voilà. Et enfin, un risque de déséquilibre écologique. Si l'éducation numérique continue de se développer sans tenir compte de sa propre empreinte matérielle, énergétique, et si elle ne nous prépare pas à vivre dans un monde aux ressources limitées. C'est vrai qu'on oublie souvent l'impact matériel du numérique, mais heureusement, il n'y a pas que des risques. L'article parle aussi d'opportunités, de pistes pour naviguer positivement dans tout ça. Heureusement, oui. L'idée, c'est pas de rejeter la technologie en bloc, ce serait absurde, c'est plutôt de l'orienter, de la mettre au service d'un projet humain. On peut imaginer par exemple une hybridation intelligente. C'est-à-dire ? Combiner le meilleur du numérique, l'accès, la flexibilité, certains outils, avec la richesse irremplaçable des interactions en présentiel, du collectif, de la relation pédagogique incarnée. Trouver le bon équilibre. C'est ça. On peut aussi œuvrer pour une démocratisation réelle, c'est-à-dire lutter activement contre les inégalités d'accès, mais aussi de compétences numériques critiques. Former tout le monde à utiliser ces outils de manière éclairée. L'éducation aux médias et l'information devient cruciale. Fondamentale. On peut encourager une innovation pédagogique créative qui utilise le numérique non pas pour faire la même chose qu'avant en moins bien, mais pour inventer de nouvelles façons d'apprendre, plus engageantes, plus collaboratives, plus adaptées aux défis d'aujourd'hui. Et enfin, on peut viser le développement d'une conscience globale, former des citoyens capables de comprendre les grands enjeux planétaires, climat, inégalité, migration et d'agir ensemble. Donc, si je résume notre parcours, on est parti de la tradition orale communautaire, on a vu l'émergence de la société de la connaissance avec l'écriture, l'imprimerie, la raison critique et l'école, pour arriver à cette ère algorithmique qui rebat complètement les cartes. C'est ça. Et cette tension fondamentale qu'on évoquait au début, repérée par Cousinet, analysée par Gaucher, comment transmettre un héritage tout en formant des esprits libres et critiques, elle est toujours là, peut-être même plus forte avec le numérique. C'est précisément le nœud du problème, et c'est là que ce concept d'éducation médiane que propose Saïd Dakar prend tout son sens. Il insiste bien, c'est pas un compromis mou, une espèce de moyenne tiède entre tout. Non. Non, c'est plutôt la recherche active, constante, d'un équilibre dynamique. C'est un chemin exigeant, en fait, entre les extrêmes. Il s'agit de refuser à la fois le repli nostalgique sur un passé idéalisé et l'enthousiasme un peu naïf, béat, pour une technologie qui réglerait tous les problèmes. D'accord. Et cet équilibre, il se joue sur quel plan principalement ? L'article met beaucoup l'accent sur la qualité des relations. D'abord, notre relation à nous-mêmes. Est-ce que l'éducation vise un développement personnel harmonieux ou juste la performance mesurable ? Ensuite, la relation aux autres. Comment on fait pour recréer de vraies communautés d'apprentissage, solidaires, critiques, face à l'individualisme que le numérique peut renforcer. Oui. Puis notre relation au savoir lui-même, comment on cultive le plaisir de comprendre, la curiosité pour elle-même, face à cette tendance à consommer l'info de manière rapide, fragmentée. Redonner du goût à l'apprentissage profond. Exactement. Et enfin, notre relation au monde. Comment on développe une conscience écologique réelle, une compréhension de notre lien avec le vivant, de nos responsabilités. L'idée force derrière tout ça, c'est de réaffirmer que le savoir, c'est un bien commun. C'est essentiel pour s'épanouir individuellement et collectivement. Ce n'est pas juste une marchandise. Cette approche, que l'article appelle écosophie éducative, elle a l'air d'intégrer très fortement la dimension écologique en plus du social et du technologique. Oui, tout à fait. Ça s'inspire de penseurs comme Ivan Illich ou Edgar Morin, qui ont beaucoup plaidé pour une éducation plus humaine, plus intégrée et plus critique face aux dérives de la technique. Et concrètement, ça donnerait quoi comme principe clé ?
Des choses comme libérer et partager les savoirs, plutôt que les privatiser. Soutenir des communautés apprenantes qui sont ancrées localement, mais ouvertes sur le monde. Développer la pensée complexe pour apprendre à naviguer dans l'incertitude. Cultiver la conscience écologique, bien sûr, et aussi une certaine sobriété numérique. La sobriété numérique, c'est-à-dire Reconnaître que tout n'est pas quantifiable, que la technologie n'est pas toujours la solution, et que l'essentiel de l'apprentissage, ça se joue peut-être ailleurs que devant un écran. L'article finit d'ailleurs sur une citation d'Illich qui résonne fort aujourd'hui. Ah oui, Il disait « L'apprentissage est l'activité humaine qui nécessite le moins de manipulation de la part d'autrui. » Ça fait réfléchir sur le rôle qu'on donne aux machines et aux systèmes. ça nous laisse effectivement sur une question assez vertigineuse pour conclure. Dans tout ce tourbillon de changements, comment l'éducation peut-elle réussir concrètement à cultiver ce que l'article appelle la puissance d'agir et de penser de chacun? C'est tout l'enjeu. Comment faire dialoguer cet héritage dont on a besoin et l'innovation qui est nécessaire, la transmission et l'émancipation, le local et le global, le numérique et l'humain. Le défi, il paraît immense. Construire une éducation qui nous prépare à naviguer dans ce monde de plus en plus complexe, incertain, tout en étant émancipatrice pour chaque personne, socialement juste pour la collectivité et écologiquement soutenable pour la planète. Vaste programme en effet. Un très vaste programme, mais essentiel.